On va commencer pour ce talk qui est fait par Quentin Gasparotto de chez Thales, donc ingénieur IA chez Thales, et qui va nous parler de LLM écologique et de comment on va comparer l'empreinte carbone des prompts sur différents serveurs d'inférence. Je vous laisse la parole, donc tu as 20 minutes. Merci pour l'introduction. Alors effectivement, au-delà du titre un petit peu putaclic, il y a quand même toute une démarche scientifique et expérimentale derrière ce sujet-là. Donc je me présente, je m'appelle Quentin Gasparotto, donc je suis lead tech, ingénieur R&D à Thales sur des sujets d'IA. Donc je traite notamment des sujets autour de l'IA embarquée, de l'IA pour les opérations spatiales, de la Smart IoT et en extension des sujets d'IA embarqués, on a également travaillé des sujets d'IA éco-responsable. Donc, comme tout au long de la journée, ça a été rappelé, l'IA a quand même pas mal d'enjeux, de plus en plus stratégiques pour les clients. On le voit aussi dans l'équipe, sur des sujets d'optimisation opérationnelle, d'aide à la rédaction, enfin, tout un tas de sujets dans tous les secteurs. Mais ça vient avec un coût énergétique relativement important. Des gros supercalculateurs, des clusters de calcul sont utilisés pour de l'entraînement pendant plusieurs semaines à des capacités de proche de 100%. Et après, pour l'inférence, on réquisitionne des data centers pour justement mettre à disposition ces IA auprès des utilisateurs sur des nouvelles data. Donc comme ça, juste à l'oral, on pourrait se dire que l'entraînement, c'est des gros calculs, très consommateurs, donc c'est potentiellement ce qui consomme le plus au niveau carbone. Mais du coup, NVIDIA, ils ont dit qu'en gros, 80 à 90% des besoins des GPU pour l'IA, c'est pour de l'inférence, c'est pas pour du training. Et AWS estime à 90% les besoins machine learning du cloud pour de l'inférence. Ça se remarque très bien avec ce petit exemple, ChatGPT. Les chiffres, on est sur les taux de première version de ChatGPT. La partie inférence, on n'a pas les vrais chiffres, on est sur des hypothèses. Vous avez toutes les refs en bas, si vous voulez aller voir les refs. Globalement, l'entraînement, on estime, il y a une sorte de consensus quand même, qui dit que ça serait 552 tonnes d'équivalent CO2 pour GPT-3, la toute première version du modèle de ChatGPT. Et à l'inférence, avec des hypothèses de 11 millions de requêtes à l'heure, on est globalement sur 12 800 tonnes d'équivalent CO2 par an. Voilà, 23 fois plus sur un an. Ça fait 3 ans que ChatGPT est en ligne et ils ont des modèles beaucoup plus gros qu'à l'époque, avec beaucoup plus de nombre d'utilisateurs. Donc voilà, c'était relativement sous-dimensionné à ce moment-là. Ça l'est probablement beaucoup plus aujourd'hui. Donc ChatGPT et GPT-3 en l'occurrence tombent dans la catégorie des IA qu'on appelle RAID, qui sont en fait la course au nombre de paramètres, à la précision, à la qualité des résultats. Et cette IA RAID, on les met souvent en opposition au terme d'IA green, qui vont plutôt chercher un compromis entre la qualité des résultats, la précision et l'efficacité des calculs. Et donc, du coup, nous, à Thales, en fait, on bosse pas mal sur des sujets d'IA embarqués, où on est juste obligé d'exploiter des principes d'IA green, si on veut respecter les contraintes d'énergie, de capacité de calcul et de précision et de réactivité sur les systèmes qui sont tout simplement les devices qu'on va emporter sur des terrains, des théâtres militaires notamment. Et du coup, nous, ça nous a permis de développer un certain nombre de savoir-faire sur la mesure de l'exécution, le profilage des performances ou encore les différentes stratégies d'optimisation. Donc, il y a 2 ans, on s'est posé la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre en œuvre un peu ce savoir-faire pour l'IA dans le cloud? Donc, quand on dit IA cloud, plutôt IA serveur, sur des infrastructures, que ce soit privées ou publiques, pour justement appliquer des principes d'IA green sur des infrastructures à l'échelle, là où on a potentiellement un gain assez important aussi. Et du coup, on a réalisé nos travaux personnels en interne et l'an dernier, on a été reçu par le CNES pour faire un benchmark sur des solutions d'IA générative, sur les grands modèles de langage, sur leur cluster de calcul HPC en interne. Donc c'était notamment le challenge R&T éco-conception de l'an dernier. Au sein du groupe, on a eu en gros à peu près la moitié des projets au niveau de Thales, entre Thales et Space et Thales Services Numériques, avec un autre sujet sur notamment l'impact du stockage, avec des solutions de stockage froid sur ADN. Ça, c'était un des sujets sur l'IA générative et le benchmark carbone.
Mais du coup, pour savoir comment faire un petit benchmark sur l'IA générative LLM, on va repartir sur les principes calculatoires pour au moins se faire une sorte de grille de lecture. Alors là, la complexité va être croissante, donc restez bien réveillés. Voilà. Donc rapidement, pour vous reprendre le principe général d'un LLM et de l'IA générative, on est sur quelque chose qui va générer du texte. Dans une première phrase, on va avoir une requête, une question, on peut avoir une partie de document, on va avoir en gros n mots que l'IA va devoir dans un premier temps comprendre pour générer le premier token qui est le premier texte. Donc là, en l'occurrence, je me présente et l'IA va répondre Henri. Et ensuite, de manière successive, l'IA va pouvoir générer n tokens successifs à partir du token précédent et aussi de tous les tokens qu'elle a gardés en mémoire pour pouvoir générer à la fin la chanson complète de Daniel Balavoine que vous voyez juste ici. Donc on a deux phases. On a une phase qu'on appelle prompt processing qui consiste à comprendre tous les tokens qu'on envoie dans le prompt. Et après on a une phase de token generation qui consiste à générer progressivement les tokens de manière séquentielle. On admet deux métriques principales, le TTFT, Time to First Token, qui consiste en gros à dire c'est le temps que prend le prompt processing, et le TPOT, le Time per Output Token, qui correspond globalement au temps que prend la token génération. On a quand même des petites différences entre ces deux process. Au niveau du prompt processing, on doit comprendre n tokens en entrée pour générer un token en sortie. Et après, pour la token génération, on prend un token en entrée et on en génère un en sortie. Donc au niveau des calculs, ça veut dire que pour le prompt processing, on est sur des multiplications matrice-matrice. Et sur la token génération, on est sur des multiplications matrice-vecteur. Chose très intéressante parce que du coup, en fait, si on arrive à faire passer ça en multiplication matrice-matrice, on sera beaucoup plus efficace sur des GPU. Et comment on fait ça? On mutualise des requêtes de plusieurs utilisateurs en même temps. Parce que du coup, on va pouvoir passer sur un token génération à n utilisateurs à la fois. Deux grosses stratégies. Une stratégie de synchronous batching, consiste à, en gros, attendre qu'on ait des requêtes de n utilisateurs avant de lancer les calculs, pour à la fois mutualiser le prompt processing et la token génération. Bon, mutualiser le prompt processing, pas trop d'intérêt, on est déjà en matrice-matrice, on va pas gagner grand-chose. Par contre, la token génération, toujours intéressant. Mais problème, c'est que du coup, on va attendre les utilisateurs. Donc le premier, il va potentiellement attendre très longtemps avant de recevoir son premier token, ce qui est pas ouf. Donc deuxième technique, c'est le continuous batching, qui consiste en gros, dès qu'on reçoit la requête, à générer le premier token. Et une fois qu'on a généré le premier token, on mutualise au maximum avec tous les tokens des utilisateurs qui arrivent au fur et à mesure. Ça a l'avantage de bien mutualiser la token génération, tout pareil, mais on réduit la latence visible de l'utilisateur qui reçoit très vite son premier token et qui va voir aussi ses tokens suivants arriver. Donc première technique de mutualisation de calcul assez intéressante. Mais du coup, effectivement, on va pouvoir aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que le prompt processing et la token génération n'ont pas forcément les mêmes temps de calcul et le même débit en termes de nombre de tokens. Alors, quand on fait une inférence de LLM, on va passer par plusieurs étapes de calcul. Première étape, on va prendre un texte brut et on va le tokeniser, c'est-à-dire qu'on va convertir le texte en brut en une séquence de chiffres, en l'occurrence des matrices de vecteurs. Une fois qu'on a ces matrices de vecteurs, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que chaque token, c'est des matrices avec des zéros et juste un à l'endroit du vocabulaire qui correspond au token. C'est des matrices qui sont très grosses, de la taille du vocabulaire, typiquement 54 000 valeurs pour chaque token, très peu informatives, qui ont des 0 et des 1. Donc l'étape de word embedding, ça va consister à compresser cette représentation qui n'est pas vraiment informative dans une représentation qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus enrichie, un espace plutôt sémantique, où les mots sont représentés relativement les uns par rapport aux autres, pour avoir le sens. Mais du coup, le sens des mots n'a pas que de l'intérêt dans une phrase, notamment dans nos langages plutôt occidentaux. Il y a aussi la position dans la phrase, donc on va encoder la position dans les valeurs des tokens pour que le LLM puisse comprendre dans quel ordre sont lus les mots. Après, on va avoir les couches d'attention et de feed-forward, qui est le cœur des LLM,
qui consiste en fait à comparer tous les mots les uns avec les autres pour en comprendre le contexte et enrichir tout ça. Avant de passer à la prédiction, on va générer le nouveau token qu'on va détokeniser pour avoir le texte brut. Donc ce qu'il faut se dire déjà, c'est que au niveau du tokeniseur, c'est propre au LLM. Vous n'allez pas avoir deux LLM différents qui parlent la même langue, on va dire, entre les deux. Ils ont chacun leur vocabulaire spécifique. Et le word embedding et la prédiction, c'est les couches les plus lourdes à calculer, parce qu'on va passer de matrices de la taille du vocabulaire vers des matrices beaucoup plus courtes de la représentation interne. Et cette projection-là, ces interprojections-là, ça implique des multiplications sur des très très grosses matrices. Donc c'est assez lourd à calculer. Mais bonne nouvelle, cette partie-là, la prédiction et la détokenisation, n'a de sens que pour générer des tokens. Sauf que dans le prompt processing, on ne génère que un token pour n tokens en entrée. Donc ça, c'est pas mal, ça veut dire que le débit de prompt processing, pour le prompt processing, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser une des deux couches les plus lourdes à calculer dans un LLM. Donc au global, le prompt processing est plus rapide et le débit en prompt processing est plus important parce qu'on va avoir n tokens, générer un token pour n tokens d'entrée. Et du coup, en fait, on va avoir des débits de 1500 tokens secondes pour le prompt processing, contrairement à des débits de plutôt 10 tokens par seconde en token génération. Mais tout ce que je vous dis ici sur les principes calculatoires ne sont valables que grâce à cette optimisation-là qu'on appelle le KV cache. Globalement, donc, je vous ai parlé des couches d'attention. On est basé sur trois matrices, Q, K et V. Q, ça correspond à la matrice des queries, qui correspond en gros à la demande du nouveau token. Et K et V, c'est globalement les matrices de clés-valeurs qui vont servir à comparer le nouveau token à tous les tokens de la phrase. Et chose intéressante, quand on ajoute un nouveau token, en fait, on a surtout besoin de rajouter que la nouvelle partie de Q, K et V, mais les parties précédentes de K et V n'ont pas besoin d'être recalculées parce qu'elles correspondent aux autres tokens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les met en cache, on les sauvegarde en mémoire quelque part, ces valeurs-là qui ont déjà été précalculées, et du coup ça nous permet qu'à chaque token, on a juste besoin de recalculer le nouveau token sur la base d'un seul token précédent. Voilà. Ça, c'est assez intéressant et c'est ce qui permet aujourd'hui à nos LLM de faire du calcul en flux pour nous générer progressivement les tokens de manière efficace. Sur cette base d'optimisation, on peut globalement approximer le nombre d'opérations d'un LLM comme étant 2 fois le nombre de paramètres fois le nombre de tokens. Donc, si vous avez un lama 8B, ça vous fait globalement 16 mégaflops par token à l'inférence. Voilà. Si vous avez un 306B, c'est 600 mégaflops et ainsi de suite. Voilà, ça va être de cet ordre. Ensuite, là, du coup, vous allez avoir... là, je vais parler des sujets purement calculatoires, mais forcément, on est sur des grands modèles de langage, donc il y a forcément un gros problème sur l'espace mémoire avec ces modèles. Donc, notamment l'espace mémoire des modèles est directement relation du nombre de paramètres, logique. Et en fait, le nombre de paramètres, c'est pour chaque paramètre, il y a une multiplication, une accumulation. C'est souvent un nombre flottant, un virgule. Mais du coup, il y a plusieurs façons de représenter ces chiffres et il y a des façons aussi de les quantifier, c'est-à-dire de les représenter sous forme d'un nombre entier. Et donc, il y a plein de méthodes de quantification aujourd'hui qui existent. Assez difficile de, en gros, naviguer dans ces différents modes de quantification. Mais globalement, ce qu'on peut noter à la fin, c'est que la taille en octets en mémoire d'un LLM, c'est son nombre de paramètres fois sa précision en bits divisé par 8 pour l'avoir en octets. Donc si par exemple vous avez un LLM en float 16, float 16 c'est donc 16 bits, donc c'est 2 octets, donc typiquement un Llama 8B, ça c'est 16 gigas en RAM. Voilà, tout simplement. Si vous l'avez en quantisé sur int8, c'est 8 gigas en mémoire. Si vous arrivez à le quantiser sur 4 bits, c'est 4 gigas en mémoire, et ainsi de suite. Enfin voilà, ça c'est opération relativement simple si vous voulez anticiper un déploiement de LLM en prod au niveau de la RAM. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, ça c'était la petite introduction.
maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La comparaison de qu'est-ce qu'on a fait. Là, c'était pour vous donner la grille de lecture. Donc, nous, on a fait ces essais, ces benchmarks sur du coup le cluster HPC du CNES qui s'appelle T-Rex. Je connais pas l'origine du nom, mais très sympa. Et globalement, on a fait nos calculs sur un nœud qui est composé de CPU AMD Milan. Et il y avait 4 GPU NVIDIA Tesla V100, qui ont un certain âge, mais les nœuds avec les GPU A100 étaient très utilisés, donc on a surtout pris ceux qui étaient bien libres. Donc ça nous a permis d'être assez tranquille pour faire nos calculs. On avait un disque partagé en réseau sur lequel on avait stocké notre dataset pour faire nos essais et les LLM. Et on a développé des scripts de benchmark pour chaque LLM et chaque serveur d'inférence qui venait charger ces modèles et écrire les temps de chargement et les latences de calcul, les temps d'exécution. Également, en même temps qu'on exécutait le script, on a des scripts en parallèle qui viennent loguer l'usage du CPU, de la RAM, bon, tout un tas d'autres choses aussi. On avait le disque et le réseau qu'on n'a pas forcément exploité ici parce qu'il n'y avait pas forcément de raison. On avait aussi l'usage du GPU et également, là, gros sujet sur l'énergie, comment on mesure l'énergie. Alors, il y a plein de sujets de sondes qui existent pour récupérer l'énergie du GPU, l'énergie du CPU seul. Bon, globalement, en termes d'utilisabilité, c'est très compliqué. Un nœud de calcul, c'est toute la machine. Redescendre au niveau applicatif, c'est ultra compliqué. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a dit, sur la machine, il n'y a que notre truc qui tourne. On va récupérer directement ce qu'il y a en sortie, en entrée d'alimentation du nœud de calcul, avec une sonde IPMI. Et donc, on a directement logué l'énergie qui sort de la prise. Voilà, pour avoir vraiment l'énergie la plus brute possible. Tous nos scripts sont configurés et sont conditionnés par du coup des paramètres. Donc on a comparé notamment des LLM. Le dataset il n'a pas bougé, on est resté sur Lambda, c'était juste pour avoir une distribution de tokens qui était relativement correcte. La batch size qui correspond globalement au nombre d'utilisateurs en même temps qui vont faire des requêtes. La prompt size en mots, donc c'est le nombre de mots qu'on passe en prompt au début. Le max token qui est ce qu'on entend par le nombre de la taille de contexte, correspond en fait au nombre maximum de tokens qu'on peut traiter en prompt et en génération inclus. Donc si vous avez 500 tokens en prompt, ben vous pourrez générer que 500 tokens de plus. Donc en fait, cette taille de contexte, elle est assez importante. Et après, des paramètres spécifiques au moteur d'inférence qui dépendaient, qui étaient assez spécifiques, donc notamment il y a des sujets autour de la quantification. Pas toutes les quantifications sont gérées par les moteurs, c'est assez compliqué de les comparer. Donc il y a des paramètres assez spécifiques de configuration ici. Et donc ça nous permet d'avoir toute une combinatoire. Donc la première qu'on a testée déjà, c'est comparer 2 moteurs d'inférence open source qui sont largement utilisés. VLLM et LlamaCpp. Bon, l'usage déjà est pas le même, mais du coup ça va nous permettre de les observer, en quoi ces usages sont différents. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse multicritère, multidimensionnelle, pour justement, à partir des runs, pouvoir comparer et mesurer et voir vraiment l'impact de l'empreinte logicielle que peuvent avoir ces 2 solutions. Donc en haut, on va avoir plutôt l'utilisation des ressources, donc RAM, VRAM, GPU, CPU, mémoire. En bas, on va plutôt avoir les latences d'exécution et les débits. Et ici, on va avoir les puissances électriques et le carbone par prompt. Donc déjà, premièrement, ce qu'on va remarquer, c'est qu'en termes de ressources, usage des ressources, mon VLLM est globalement, qui est en rouge ici, consomme globalement plus de ressources que son homologue LlamaCpp, donc notamment en VRAM GPU, en GPU ici. Ça, c'est notamment dû au fait que VLLM est pensé pour de la mutualisation sur un serveur. Il réserve les ressources à l'avance pour pouvoir les récupérer dynamiquement quand il y a un nouvel utilisateur qui arrive, qui va envoyer une requête potentiellement n'importe quand. LlamaCpp, il est plutôt pensé pour un usage mono-utilisateur local. Donc là, la charge, c'est la charge de l'utilisateur. Il n'y a pas besoin de pré-réserver des choses, il faut réserver à la juste quantité sur la machine pour que déjà ça tienne. Deuxième point plutôt intéressant, la taille du modèle en RAM est globalement la même, ce qui est logique, c'est juste les paramètres. Par contre, le temps de chargement, c'est pas du tout le même.
Donc sur Lama CPP, on est plutôt à 3 secondes de temps de chargement de modèle. Sur VLLM, on est plutôt à 17 secondes. Donc, ces temps-là ne prennent pas en compte le préchauffage, on va dire, du modèle en termes de calcul, mais là, on est quand même sur des écarts assez significatifs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur des serveurs qui sont basés sur Lama CPP, notamment au Lama, on a des mécanismes de chargement dynamique des modèles, et du coup on voit pourquoi, parce que justement ça va plutôt vite. Là où VLLM, il faut vraiment le précharger à l'avance, et il faut se dire, nos utilisateurs, ils auront droit qu'à celui-là, et faites avec. Voilà. Et après, en termes de débit, on est globalement sur les mêmes ordres de grandeur, mais vu qu'on utilise plus de GPU, on utilise la puissance électrique est plus importante, et du coup le carbone par prompt, entre VLLM et Lama CPP est plus important. Ça, déjà, première métrique d'énergie qu'on peut avoir entre VLLM et Lama CPP sur le même cas d'usage. VLLM, du coup, va consommer plus d'énergie et va avoir un carbone plus important que ce qu'on peut avoir sur une utilisation plus frugale, qui est pensée frugale à la base. Donc ça, c'était un premier comparatif. Et du coup, on a poussé un petit peu le comparatif en essayant déjà de regarder la quantification. Alors dans Lama CPP, on n'a que les cake-once de GGML. Ok, il va falloir que j'accélère. Donc les cake-once de GGML, globalement, c'est des principes où on va réduire progressivement la précision du nombre de calculs. Sans surprise, l'usage de la RAM diminue, en fait, à mesure qu'on réduit la précision des calculs. Par contre, on remarque que le débit, lui, il diminue avec la mémoire. Donc potentiellement que plus on va quantifier un modèle, plus on va avoir un impact sur la quantité de calcul, moins bien les calculs seront peut-être gérés par le hardware. C'est des choses qu'il faut anticiper de ce côté-là. Également, point assez intéressant, c'est qu'on a essayé de voir s'il y avait, en fait, si ça se confirmait côté VLLM, avec deux autres quantifications, bits and bytes et GPTQ. Et globalement, ça se confirme. Donc, sauf que là, on le voit pas au niveau de la RAM, vu que VLLM il pré-réserve tout. Par contre, les calculs et les débits, en fait, vont fortement, vont diminuer à mesure qu'on quantifie les calculs. Petit problème aussi sur VLLM, bits and bytes en rouge là est beaucoup moins bien optimisé. Là, on a des latences et du carbone qui crèvent le plafond, juste parce qu'on a utilisé un modèle en bits and bytes. Donc faites gaffe quand vous utilisez et récupérez des modèles sur Internet. Parfois, c'est une catastrophe à l'usage. On a un peu poussé l'analyse en regardant l'impact de l'évolution du nombre d'utilisateurs. Donc, sans surprise, côté utilisateur, on va avoir des temps de calcul du premier token qui vont augmenter, beaucoup plus importants pour bits and bytes, et on a des temps de génération de chaque token qui vont également augmenter, et forcément, le débit va diminuer. Mais du coup, si on regarde côté serveur, globalement, le batch va augmenter. Par contre, le débit, en fait, il va augmenter aussi, grâce à la mutualisation des calculs. C'est-à-dire que plus on arrive à traiter d'utilisateurs en même temps, plus on aura de débit en tokens par seconde pour le serveur. Ça, c'est plutôt intéressant parce que si on regarde l'énergie, la puissance électrique, elle est la même. Et donc, pour le batch entier d'utilisateurs, on augmente. Par contre, par utilisateur, vu qu'on a augmenté les débits, en fait, on a le carbone qui va diminuer par utilisateur. Donc ça, c'est assez intéressant. Plus vous mutualisez, plus par utilisateur, vous allez réduire l'empreinte carbone de vos modèles. Point assez intéressant aussi sur l'augmentation de la taille des prompts. Plus vous avez des prompts gros, plus vos latences vont diminuer. Pourquoi ? Parce que, alors là, en l'occurrence, c'est assez spécifique, mais c'est-à-dire que plus vous avez des prompts importants, plus votre taille de contexte va être partagée avec des tokens en prompt processing. Et vu que le prompt processing a un débit qui est plus important que la token génération, ça va aller plus vite pour générer les tokens. Donc forcément, plus le prompt est gros, plus le carbone par batch diminue, les latences diminuent et le carbone par prompt diminue aussi. Ça, c'est assez intéressant. Si vous faites des applications RAG avec des gros prompts, ça peut être assez intéressant aussi en termes d'inférence si vous attendez des gros prompts et des petites réponses. Voilà, ça c'est un moyen d'optimiser vos serveurs. Et côté Lama CPP, on a regardé si les tendances se confirmaient avec 3 modèles, Lama, Ministral et Qwen. Globalement, ce qu'on va voir, c'est que les tailles différentes en fait ont un impact. Là, on a des modèles 8B, 8 milliards de paramètres, et là, on a Qwen à 7B, qui a 7 milliards de paramètres, donc 1 milliard de paramètres, a une importance en mémoire, logique, par rapport à ce qu'on a vu au début. Par contre aussi, il y a des usages de GPU qui sont relativement différents.
et notamment, on va le voir aussi au niveau des latences, avec notamment Envers le Ministral qui a un petit peu plus de galère au niveau du prompt processing. Il est sorti d'une manière plus récente, un peu moins bien optimisé sur le moteur Llama CPP. Faites attention aussi à ça, les modèles récents ne sont pas forcément bien supportés par les serveurs d'inférence, il faut faire gaffe à ce sujet. Et si on regarde aussi au niveau de l'évolution du nombre d'utilisateurs, côté utilisation des ressources, Llama CPP, lui, il va réserver les ressources à la juste mesure. Donc, plus vous avez d'utilisateurs à gérer en même temps, plus vous allez augmenter les ressources, parce qu'en fait, il faut allouer tout le KV cache sur la RAM et sur la VRAM. Voilà. Également côté inférence serveur et notamment sur empreinte carbone. Donc comme pour VLLM, plus on a d'utilisateurs, plus la latence va augmenter, le carbone par batch augmente et le carbone par prompt va diminuer. On a un petit peu continué l'analyse et on remarque quand même que ça va remonter au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a des limites à la mutualisation des calculs et donc il faut trouver la bonne valeur de mutualisation pour son serveur pour que ça soit efficace. Et après, point plutôt surprenant sur l'augmentation de la taille des prompts. Là, par contre, sur Llama CPP, on a tout augmenté. Problématique, on a potentiellement identifié sur un problème de fragmentation mémoire que VLLM n'a pas du tout, par conception. Voilà, Llama CPP, en fait, vu qu'il est pensé pour du mono-utilisateur local, n'ont pas traité ce sujet qui n'est pas censé arriver, parce qu'en mono-utilisateur, voilà, ça va se suivre à la suite et on ne va pas avoir de problème de fragmentation. Voilà un petit peu sur la conclusion entre VLLM et Llama CPP, des changements globalement de conception, mutualisation des requêtes, fragmentation par défaut annulée, plutôt simple à mettre en œuvre côté VLLM avec certains modes de quantification plutôt adaptés en fonction du hardware. Llama CPP est plutôt mono-utilisateur, KV cache standard. Par contre, un peu plus complexe à prendre en main. Il faut quand même savoir développer vous-même votre code d'inférence. Sinon, partez plutôt sur Ollama ou Llama-File qui utilisent ça. Et qu'un seul type de quantification, mais qui correspond globalement à peu près tous les usages qu'on va avoir. En gros, en conclusion sur cette étude, en fait, on a pu développer tout un benchmark comparatif avec une grille de lecture sur l'IA générative et les LLM qui est assez compliqué déjà par défaut, qui va continuer d'évoluer. Et on a également intégré des métriques d'empreinte carbone lisibles par les opérateurs, notamment l'empreinte carbone par prompt utilisateur, qui est assez intéressant pour voir l'augmentation sur son infra. Les limites, c'est que du coup, on a fait nos scripts de bench personnalisés, à cause des problématiques d'infrastructure de calcul haute performance qui sont pensées dans un certain usage. Si on veut faire des vrais bench, vaut mieux passer sur les serveurs d'inférence packagés des constructeurs, donc par exemple du Ollama, avec du VLLM packagé en conteneur, et un serveur distant qui envoie des requêtes sur le serveur. Ça, ce serait le mieux. Également, on a traité que le sujet d'empreinte carbone à l'usage. Dans le cycle de vie, il y a la création, la fin de vie. Voilà, l'usage, c'est que ce qu'il y a au milieu. Donc, il faudrait quand même envisager aussi une ACV multicritères sur tout le cycle de vie, sur un produit spécifique, et avec notamment des métriques complémentaires, comme l'acidification des océans ou la raréfaction des ressources minières. Voilà un petit peu sur cette présentation. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci Quentin. Du coup, je vais prendre une seule question. Je suis désolé, on a dépassé un peu le timing. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup pour Quentin. Alors, moi j'ai une question relative à cette étude comparative que vous avez menée. Je me demandais quel était l'enjeu pour Thales Group. Est-ce que finalement on voulait observer le comportement des différents modèles pour finalement créer des formes de best practice pour les utilisateurs en termes de prompt? Ou est-ce que pour le moment vous en êtes au stade d'étude qui plus tard finalement révélera quelques indices pour un utilisateur lambda? Je dis pas forcément pour des gens spécialistes de l'IA, mais typiquement ce que vous dites concernant par exemple la longueur du prompt et la diminution du temps de latence, ça c'est une information capitale pour laquelle par exemple tout utilisateur IA pourrait à un moment donné garder à l'esprit pour justement aller un peu plus loin dans le prompt, obtenir les bons résultats sans forcément entraîner le modèle dans des processus de calcul un peu plus longs. Ouais. Merci.
Très intéressant. Du coup, là, en termes de questions, effectivement, on est déjà sur la deuxième étude qu'on mène sur ce sujet-là. Et l'objectif, c'est, comme vous dites, de sortir des tendances qui se dégagent pour des préconisations, pas forcément à destination des utilisateurs, plutôt sur des phases d'opération pour les opérateurs qui vont mettre en place ces infrastructures en ligne et à disposition, avec vraiment les bonnes pratiques. Aujourd'hui, les gens, quand ils déploient l'IA, partent très vite dans l'idée qu'il faut forcément un GPU pour mettre à disposition ces calculs qui soient rapides et tout ça. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément besoin. Aujourd'hui, les data centers n'ont pas tous des GPU, c'est super compliqué d'en mettre à l'intérieur. L'empreinte carbone de la construction d'un GPU est super compliquée. Par exemple, sur des sujets de réponse à des tickets, aujourd'hui, les réponses moyennes à des tickets avec des humains, c'est 24-48 heures. Si vous mettez un système IA sur la réponse aux tickets, avec des GPU, bon, c'est 1 seconde, ok. Avec des CPU, c'est peut-être 10 minutes. Est-ce que, franchement, le gain, de toute façon, de passer de 48 heures à 10 minutes, il n'est pas déjà ultra important et il ne faut pas s'embêter avec toutes ces notions de GPU. Aujourd'hui, ces bench montrent surtout l'usage voilà, déjà en termes de configuration de ces serveurs d'inférence. On veut aller plus loin sur déjà le choix du hardware, sur toutes ces préconisations, sur toutes ces choses qu'on doit penser avant de faire de l'IA en prod. Et aujourd'hui, voilà, ça manque un petit peu de maturité encore dans le domaine de la littérature. Et c'est important d'avoir ce genre de benchmark pour déjà démontrer et aussi démystifier certaines croyances qu'ils peuvent avoir en fonction des logiciels disponibles en open source. Aujourd'hui, tout le monde part très vite sur VLLM. Il y a aussi des usages où il n'y a pas besoin d'une masse d'utilisateurs importants. Vous pouvez rester sur la masse CPP aussi. Voilà, il y a en fait tout un tas de notions et des grilles de lecture qui sont super compliquées. Il faut arriver à simplifier tout ça dans un premier temps. Tout à fait. Merci Quentin. Ouais, je suis désolé, on ne prendra pas d'autres questions. Sinon, on va être en retard.